Chicago, 17 seconds. 17 seconds from Game 7 or from championship number 6. Jordan, open. Chicago with the lead. C'est le dernier panier de Michael Jordan avec les Chicago Bulls, un panier qui permet aux Bulls de remporter leur 6e titre à ce moment-là, le 6e titre de Michael Jordan. On va donc parler pendant 1 heure sur Click TV, dans Click Sport, de Michael Jordan, de la légende. Jordan, le sportif, le basketteur, lui qui a également fait d'autres sports dans sa carrière, on en reparlera. Et puis le businessman aussi, parce que certains de ceux qui nous regardent peut-être portent des Jordan à leurs pieds en ce moment. Et on va en parler pendant 1 heure avec nos grands témoins aujourd'hui, issus du monde du sport, issus de la presse également. Georges Eddy, évidemment la légende. C'est votre 2e d'ailleurs dans Click Sport. On avait parlé de LeBron James. Je suis très honoré. Et vous êtes revenu. Merci beaucoup, Georges, avec d'ailleurs un habit de Jordan est brillant. Michael Jordan. Alors, dans un instant, vous allez nous dire pourquoi vous aimez tant Jordan et la première fois que vous avez entendu parler de Michael Jordan, je rappelle pour ceux qui ne vous connaissent pas, mais ils ne sont pas nombreux, je crois, Georges, vous êtes la légende en France du basket de la NBA, la voix de la NBA en France. Vous aurez pu prendre mes commentaires pour cet extrait. C'est vrai, parce qu'on y était en direct dans la salle aussi. Je ne pas retrouvé, je suis désolé. Mathieu Lemaud, qui est avec nous également, rédacteur en chef adjoint chez GQ, auteur également de livres autour de sneakers, de basket. Ouais. Mathieu, donc vous êtes un spécialiste de la Jordan et de Michael Jordan. Ouais. Entre autres, notamment, et fan de NBA et de basket. Fan de basket. Également, votre livre d'ailleurs que vous avez rapporté ici, 1000 baskets, dans lequel on retrouve pas mal de Jordan et on va en parler avec vous dans la deuxième partie de l'émission. Et un ancien footballeur. Alors pourquoi un ancien footballeur? Pour parler d'un basketteur, Habib Beye, consultant Canal+, ancien joueur de Marseille entre autres, de Strasbourg également et joueur en Angleterre. Habib, vous êtes un fan inconditionnel de Michael Jordan. Ah oui, inconditionnel. Non, c'est mon et d'ailleurs, regardez cette photo, la preuve que vous êtes un fan de Michael Jordan, c'est qu'avec l'Olympique de Marseille, vous portiez le numéro 23. D'ailleurs, dans toute votre carrière, vous avez tâché à porter le numéro 23, vraiment. Pourquoi d'ailleurs? Ouais, parce qu'il a en quelque sorte bercé mon enfance avec la voix de Georges Eddy. Georges Eddy m'a souvent réveillé à 3h30 du matin si le match était un petit peu moins bien et qu'on entendait « Oh là 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 !» avec l'accent qu'on connaît de Georges, avec Michael Jordan dans les airs. Non, c'est quelqu'un presque qui m'a inspiré en fait dans le sport que j'ai fait, c'est-à-dire le football. Je crois que c'était une légende et aujourd'hui s'en inspirer. C'est vrai que ce numéro 23 a un petit peu guidé toute mon enfance. Je l'avais en poster géant sur un match que j'avais eu d'ailleurs dans 5 majeurs, qui était à l'époque un magazine de basket derrière ma porte. Donc à chaque fois que ma porte de chambre était fermée, j'avais Michael Jordan avec la langue tirée. Et ce fameux match, non, c'était pour moi une référence. Et puis ce cadre qui vous appartient, Habib. Alors ça décore notre plateau, mais c'est votre cadre que vous allez récupérer juste après. Oui, bien sûr, je ne peux pas vous le laisser. Ah non, désolé. Le cadre éventuellement, le cadre si vous voulez. Juste le cadre, pas le maillot. Parce qu'il est signé de la main de Michael Jordan. Exactement. Oui, non, c'est dans une vente aux enchères, en fait, au profit d'enfants défavorisés en Afrique du Sud, où j'ai misé sur ce maillot et j'ai pas lâché jusqu'au bout avec Emile Heskey et je l'ai emporté parce que pour moi c'était important déjà pour l'association et puis d'avoir un maillot signé de Jordan, c'était lorsque vous avez été fan de lui et que ça a été votre idole, c'était un petit peu couronner un petit peu tout ça avec ce maillot. Alors messieurs, on attaque cette émission toujours de la même manière. La première fois que vous avez entendu parler de cette légende, la légende dont on parle. Georges, la première fois que vous avez entendu parler de Michael Jordan? Je pense que quand il a gagné le titre universitaire avec North Carolina, c'était le premier titre dans l'histoire de cette grande fac. Georgetown, en 82. Contre Georgetown. Exactement. Voilà. Et donc le coach Dean Smith était une légende, mais il n'avait jamais gagné de titre. Et Jordan était dans sa 2e saison, ou peut-être même sa 1re saison, je crois. Et de toute manière, il n'était pas encore la méga star qu'il est devenu après. Mais sur ses dernières actions importantes, le coach a décidé de donner le ballon décisif à Michael Jordan parce que Dean Smith a vu quelque chose de puissant dans son mental. Il se dit, je pense que ce jeune gamin peut mettre le shoot pour remporter le titre, et c'est exactement ce qu'il a fait. Michael Jordan qui, en 1984, est drafté, donc c'est 2 ans après ce titre, il est drafté, donc on rappelle, les jeunes joueurs, les meilleurs joueurs universitaires sont récupérés par les équipes et les franchises américaines, donc les équipes moins importantes récupèrent les meilleurs joueurs, et puis l'inverse est vrai également, et Michael Jordan a été récupéré par les Bulls, 3e de la draft en 1984. Regardez. And now we are ready for the 3rd pick, and the Chicago Bulls, who have been drafting very high down through the years, and they have the 3rd pick today.
The Chicago Bulls pick Michael Jordan of the University of North Carolina. So Michael Jordan, who right now is in Bloomington getting ready for the upcoming Olympics, and this man is a can't miss, whether a guard spot or the forward at 6'6", 195. Voilà, à ce moment-là, donc du coup, Il n'était même pas là, Jordan, parce qu'ils sont traînés avec l'équipe olympique qui a gagné la médaille d'or en 84 quand il était en fin de carrière universitaire. Et derrière, il arrive donc chez les Bulls en 1984. On va juste se faire plaisir, avant d'avoir vos avis et vos premières fois, voir le premier match de Michael Jordan avec les Chicago Bulls, sa première entrée et son premier panier. Et regardez, c'était déjà un artiste. And now the noise factor begins to really increase. Here is the man. They call him Mr. Jordan in Chicago. The standing ovation for Michael Jordan from North Carolina, the number 3 pick in the NBA draft. Didn't see the ball come loose. And as Watley quickly in front court to Jordan. Looking for penetration. Spin move. Hangs in the air off the glass and in. And that's what Wes and I were talking about in the pregame. Il y a quelques minutes pour attaquer, on a vu le dernier panier de Jordan avec les Bulls. Là, on voit son tout premier en 1984 avec les Chicago Bulls. La première fois que vous avez entendu parler de Michael Jordan, Habib? Je pense que c'est aux alentours de, on va dire 88, peut-être 88-89. Je devais avoir 11-12 ans. Parce que à ce moment-là, c'est vrai qu'on s'intéresse à tous les sports et c'est surtout qu'on était en train de découvrir à travers Canal+, Michael Jordan. Et puis surtout, à ce moment-là, il devient assez incroyable, même s'il ne gagne pas encore ses titres NBA. Mais c'était quand même déjà une figure très très importante du basket mondial. Et je crois que c'est à ce moment-là que je l'ai découvert. Vous êtes un peu plus jeune, peut-être, Mathieu Habib, mais légèrement, hein, finalement. Ouais. C'était un peu plus tard, peut-être, du coup? Moi, c'était plus tard parce que j'étais plutôt fan de foot et de tennis. Et le basket, c'était pas tellement mon univers. Mais les Jeux Olympiques à Barcelone en 92, où on regarde tous les sports quand on est fan de sport. Et là, je tombe sur cette bande de mecs. La Dream Team, incroyable. La Dream Team et Michael Jordan. Et là, je vois où j'ai chopé le virus très tôt, je scotche sur ses pompes. Alors regarde la Dream Team de l'époque. Hein. Charles Barkley qui est à la gauche de Michael Jordan, il y a Larry Bird, vous avez Scottie Pippen, Clyde Drexler, John Stockton, il y a qui Magic Johnson en haut, Pat Ewing. Il y avait un intrus dans cette Dream Team, on se rappelle de Christian Leitner, qui avait été vu comme un intrus. C'était le seul universitaire, alors qu'il y avait des mecs, des géants dans cette équipe, et lui était un petit peu celui qui apparaissait comme le moins connu de tous. Alors Michael Jordan, vos premières fois respectives, donc Michael Jordan qui a un palmarès incroyable en tant que basketteur, c'est le plus grand, il est considéré comme le plus grand de tous les temps. On regarde son palmarès, 6 titres NBA, 6 fois meilleur joueur de la finale, 5 fois MVP de la saison régulière. C'est le plus grand pour vous. Vous nous aviez parlé de Bill Russell à l'époque. Oui, pour moi c'est Bill Russell parce qu'il a gagné 11 titres en 13 saisons. Donc tout sport confondu, c'est le plus grand gagneur des titres. En plus, à son époque, il a révolutionné le basket parce que c'est grâce à sa défense et l'esprit collectif que les Celtics ont gagné tous ces titres, tandis qu'avant, tout le monde voulait marquer des paniers et jouer tout pour l'attaque. Donc, c'est un peu ce qui arrive avec Stephen Curry aujourd'hui, qui révolutionne le NBA avec les shoots à 3 points. Et on peut dire que Jordan aussi a révolutionné le jeu à travers la Dream Team, notamment, parce qu'en 82, c'était un tournant vers l'internationalisation au niveau de la popularité de la NBA, qui était quand même très américain. Mais après la Dream Team, on a vu de plus en plus de 92 joueurs. À Barcelone, donc du coup, les Américains sont venus en Europe et en Espagne pour... Et aux Jeux Olympiques pour la première fois avec les pros. Et surtout, ça donnait envie à Tony Parker, Paul Gasol et Dirk Nowitzki d'aller jouer en NBA. Et ils ont pu le faire. L'un des plus beaux palmarès. Pour vous, c'est le plus grand Ah oui, parce que c'est celui qui a marqué notre temps. Mais c'est vrai que je pense qu'il a révolutionné le basket, mais il a révolutionné le sport, en fait, avec cet aspect aussi businessman. On en parlera un petit peu plus tard, les baskets. Et puis, il était tellement impressionnant. C'est-à-dire qu'il dégageait une aura. Quand vous voyez Michael Jordan, vous avez l'impression qu'il y a... Voilà, il y a du silence, tout s'arrête, c'est la star, quoi. C'est lui, et bah oui, forcément, moi, c'est celui qui a marqué ma jeunesse. Un peu comme Pelé ou Mohamed Ali. C'est-à-dire, Ali arrive sur le ring, tout le monde a les yeux figés sur lui. Pelé, il arrive dans le surface de réparation, et tout le monde est là, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Et puis il y a une gestuelle, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des gestes techniques, comme un dribble, que lui seul savait faire, que lui seul osait faire. Parce que des fois, les mecs, ils y arrivent à l'entraînement, mais en match, faut
faut pouvoir le tenter. Et lui, c'était assez impressionnant parce qu'il se passait toujours un truc quand il y avait le ballon, quoi. Et il savait tout faire surtout. C'est-à-dire qu'on était face à un basketteur qui savait tout faire. Main droite, main gauche, tirer à 3 points, perforer, percuter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez un Stephen Curry, par exemple, qui sait aussi faire ça. Mais comme le dit Georges, il est en train de révolutionner le basket sur cet aspect de tirer très souvent à 3 points, d'être très précis. Michael Jordan était quand même un arrière. Il a été le meilleur défenseur de la ligue, mais on aurait pu voir en lui le meilleur attaquant. Il a gagné le concours de dunk. Il a ébloui un petit peu de tout son panel de basketteurs, le monde entier. D'ailleurs, Magic Johnson, contre lequel il a gagné sa première finale, a dit Larry Bird et moi jouions à terre, et lui, il a inventé le basket dans les airs, parce que vous parlez du fameux dunk. Alors, de 1984, quand il est passé pro chez les Bulls, jusqu'en 1991, Jordan a du mal à s'imposer. Il ne gagne pas de titre NBA. Alors, il est plutôt un très bon joueur one-man show, plus qu'un joueur collectif. Et c'est à partir de la saison 90-91 où il devient un peu plus collectif et il joue donc cette finale contre Magic Johnson. Georges, après plusieurs échecs, enfin une finale contre les Lakers. C'est la dernière. Cette fameuse finale, 91 avec votre casquette, on le voit. Magic Johnson qui dispute sa dernière finale de NBA, lui qui en avait déjà remporté dans les années 80. Et Michael Jordan dispute la première de sa carrière, qu'il va remporter finalement contre les Lakers. Une sorte de passage de témoin entre Magic Johnson et Michael Jordan. Jordan a buté sur les Pistons de Détroit pendant 7 saisons. Il n'a pas été champion. Donc, il a compris qu'il fallait jouer avec les autres. Nathan Valler, Pippen et Horace Grant notamment. Et qu'il n'allait pas gagner tout seul. Il était tous les ans meilleur marqueur de la NBA, mais c'était insuffisant pour aller en finale et pour gagner les titres. Il a tout compris. En 91, tout le monde a brillé. Lui, Pippen et tous les autres. Ils ont battu Magic, qui était la référence, parce que lui, il avait gagné 5 titres en 8 finales dans les années 80. C'est exceptionnel. Et d'ailleurs, Michael Jordan, quand il remporte cette finale, on sent que c'était un poids pour lui. Regardez ces images, il pleure juste après le titre. Il embrasse, vous y étiez. Son père est juste derrière lui. Voilà, et on reparlera de son père dans un instant. C'est son premier titre. C'est vrai que c'est un moment magique à ce moment-là. C'est énorme cette image, je m'en souviens très très bien, parce qu'on a l'impression en fait qu'il prend ce trophée et que personne ne peut lui enlever. Il le garde et on a l'impression que si quelqu'un veut lui enlever... et comme le disait Georges Eddy, ce qui est très impressionnant, c'est que contre les Detroit Pistons, je me rappelle, il y avait un duel, c'est-à-dire qu'il se faisait marcher dessus par les Bill Laimbeer, qui était un joueur très dur. Il y a eu même des bagarres sur le parquet où Michael Jordan n'arrivait pas à trouver la solution. Et lorsqu'il a compris qu'il fallait jouer avec ses partenaires, on se rappelle que, autant pas sur les 2 premières années, mais on a 3 années où Jordan marque, je crois, à peu près 35 points de moyenne. Et sur ces 3 titres, c'est-à-dire 91, 92, 93, ce sont 3 fois où il est moins performant sur l'aspect individuel. C'est-à-dire qu'il fait jouer les autres. Et il a compris qu'il y avait d'autres joueurs comme Scottie Pippen, comme B.J. Armstrong. Il y avait également Horace Grant dans ce 5 majeur. Et c'est vrai que après, ensuite, on voit que ça lui a amené à gagner ses titres. Et il a gardé cette formule pour continuer à gagner. 3 titres consécutifs. 1991 donc contre les Lakers de Magic Johnson. 1992 contre Portland de Clyde Drexler. Et 93 contre Charles Barkley et Phoenix. Il décide d'arrêter. Pourquoi? Il y a un événement tragique dans sa vie, l'assassinat de son père. Son père dont il était très proche, vous venez d'en parler, Georges, on voit ces images de Michael Jordan et de son père. Il est assassiné en 1993 et quelques mois plus tard, le 6 octobre 1993, devant la terre entière, parce que c'était une décision qui était très attendue, Michael Jordan décide d'arrêter le basket professionnel. Everyone knows exactly what the circumstances are right now in terms of my decision not to play the game of basketball in the NBA. Doesn't mean I'm not going to play basketball somewhere else, but I'm very solid with my decision of not to play the game of basketball in the NBA. Reasoning being, I've heard a lot of different speculations about my reasons for not playing, but I've always stressed to people that have known me and the media that has followed me that when I lose the sense of motivation and the sense of to prove something as a basketball player, it's time for me to move away from the game of basketball. À ce moment-là, vous avez le meilleur joueur de basket au monde qui, à 30 ans, décide d'arrêter sa carrière. C'est une décision qui a, je pense, attristé les nombreux fans de NBA. Moi, j'étais dévasté. J'étais dévasté parce que pour moi, c'était celui qui pouvait régner sur la NBA pendant encore beaucoup plus de temps. Et on voit aujourd'hui que Jordan a 6 titres, mais s'il n'y a pas cet événement et s'il ne s'arrête pas, je ne dis pas qu'il aurait gagné 8 ou 9 titres, on ne sait pas, puisque concrètement, il a arrêté 2 ans, je crois. Ouais, 18 mois, exactement. Il a pris ensuite une année pour se remettre, justement, à regagner avec les Chicago Bulls. Mais moi, je suis dévasté. Et il y a une phrase qu'il dit, et que je vous jure que ça m'a animé,
c'est que lorsqu'il dit qu'un sportif de haut niveau perd la motivation, c'est à ce moment-là qu'il a envie d'arrêter. Et moi, je sais que le jour où j'ai pris ma décision d'arrêter le football, c'est pas que je ne pouvais plus jouer au football. Je pouvais continuer à jouer au football, mais par contre, je n'avais plus cette motivation pour me lever tous les matins, me faire mal, souffrir et endurer ce que j'avais enduré pendant 15 ans. Donc je comprends très très bien lorsqu'il dit ça. Bon, lui, c'était lié à un événement qui est tragique, on le sait. Mais je crois qu'à ce moment-là, il n'avait plus rien à donner pour le basket parce qu'il était vidé en fait mentalement. C'était inattendu, cette décision? Oui, oui, totalement. Mais bon, il venait de gagner 3 titres, donc il avait l'impression de ne plus avoir grand-chose à prouver au niveau de la NBA. Chicago était seulement la 2e équipe à faire 3 titres de suite après les Celtics de Bill Russell dans les années 60. Donc il était vraiment au sommet et à la limite, quels pouvaient être ses objectifs à ce moment-là? Donc il avait besoin de cette absence pendant 1 saison et demie pour regonfler un peu sa motivation et recharger ses batteries. Quand il est revenu, comme c'était un peu tardif, il n'a pas gagné les titres, il a été éliminé. Bien sûr. Voilà. Mais bon, ça l'a motivé encore plus. Parce qu'un grand gagneur comme lui, il n'y a rien de mieux qu'une grosse défaite dans la tronche pour vous donner envie de travailler 10 points plus. Surtout qu'il avait perdu sur un shoot qu'il avait pris lui à l'époque. On se rappelle qu'il avait raté un shoot décisif pour aller un petit peu plus loin, justement. Je ne sais plus dans quel stade. Exactement. Je ne sais plus à quel stade de la compétition. Je ne sais pas si c'est une demi-finale de conférence ou une finale de conférence, mais je sais qu'il avait à ce moment-là vraiment ruminé un petit peu ce shoot raté. Et je crois qu'en préparation d'avant-saison, il avait travaillé comme un dingue pour revenir à ce meilleur niveau. Exactement. Et puis après, on voit que ça a fonctionné pour lui. D'ailleurs, et on va parler avec Mathieu aussi, derrière, il décide de revenir au basket, comme vous le disiez à l'instant. 18 mois d'inactivité. Alors, on ne parlera pas forcément des autres sports qu'il a pratiqués, parce qu'il a pratiqué du baseball en l'équivalent de la 2e division en Ligue mineure. Oui, mais il a essayé de devenir pro. C'était un peu un rêve de gosse. C'était une sorte de thérapie aussi. Il n'avait pas le niveau. C'était une thérapie parce que son père l'avait conseillé de jouer au baseball. En fait, il quittait le monde du cirque et là, il était dans un bus avec des joueurs quasi amateurs tous les week-ends à aller jouer devant 1000 personnes. Quoi. Et derrière, il revient au basket. Alors ça, c'est génial. Ça fait le tour du monde également. Un communiqué de presse. Mathieu, parce que vous êtes journaliste. Un communiqué de presse laconique. I'm back. Regardez. C'est le communiqué de presse le plus célèbre du monde et il y a rien à dire, quoi. Il y a Jordan. Mars 95. Jordan parle, I'm back, ok. Voilà. Je reviens à la compétition. Ça suffit en même temps. Ça suffit. Ça suffit. Rien à dire d'autre. C'est une telle légende, c'est un tel sportif de haut niveau que je trouve ça exceptionnel de juste dire je suis de retour. Il aurait pu palabrer, faire des conférences de presse énormes, convoquer tout le monde. Ses agents, qui ont envoyé ce message. Il revient avec simplicité parce qu'il sait qu'il ne revient pas non plus avec les mêmes qualités qu'avant, qu'il va falloir beaucoup travailler. La NBA a continué sans lui aussi, donc ça, il faut le dire. Mais ça fait partie de sa légende, ça, c'est légendaire. Juste communiqué de presse, Georges, 3 mots. Et ça dit qu'il en a conscience d'être une légende, en fait. D'être aussi laconique et voilà. Icône mondiale. Il le sait, il l'assume. Et en plus, il y a du panache dans ça, il y a du style, quoi. Et vous qui attachez beaucoup d'importance au numéro 23, il revient avec le numéro 45, parce que le 23 a été retiré, en son honneur d'ailleurs, donc on ne peut pas récupérer un numéro en cours de saison. Et on était en cours de saison en 95, Georges, il a le numéro 45 et ça se passe pas très bien. Et il est vexé par un commentaire d'un journaliste, je crois, ou d'un adversaire sur place en NBA qui dit bon, le numéro 23 est perdu à tout jamais, et il récupère le 23 et les Bulls payent une amende parce qu'il n'a pas le droit de récupérer un numéro en cours de saison. Le 45, c'était le numéro de son grand frère. C'est pour ça qu'il avait choisi le 45. Et donc la première année, il perd effectivement contre Orlando en demi-finale de conférence. Mais derrière, il va avoir une équipe autour de lui hyper solide pour la saison suivante avec Scottie Pippen. On va regarder les 5 majeurs, Scottie Pippen, Dennis Rodman sur la gauche de l'écran. Et ça repart, Georges, 96, avec cette finale qui remporte le jour de la fête des pères. Et ça, c'est un moment marquant pour lui. Bon, moi je tiens à dire une chose aussi, c'est que nous avons un peu annoncé son retour bien avant les médias américains ou ailleurs. Parce que moi j'avais eu la chance d'être à un entraînement de Paris Basket avec un joueur qui s'appelle Brad Sellers, ancien coéquipier de Jordan. Et j'étais à côté de lui quand il était au téléphone avec Charles Oakley, meilleur ami de Jordan. Et ils étaient en train de dire... Chicago est prêt à donner 30 millions de dollars la saison pour faire revenir Jordan. Bon, à cette époque-là, c'était un chiffre inimaginable. C'était pas possible. Mais bon, j'entends ça. Après, Sellers m'explique un peu la conversation. Et je vais tout de suite à Mondial Basket où je travaillais à cette époque-là.
Et on a sorti ce scoop. Chicago propose 30 millions à Jordan pour revenir. Et 4 mois plus tard, il était... en plus, on s'est fait incendier parce qu'ils nous ont dit ça, c'est un scoop. Vermoulou dans l'équipe, ils ont marqué ça. Il ne reviendra jamais. C'est pas possible. D'ailleurs, on était convaincus qu'il allait revenir dès le jour de sa retraite. Parce que c'était trop jeune. Il avait juste besoin de se requinquer. Il revient en mars 95. Il a 32 ans à ce moment-là. Donc, il attend un an. Parce que même dès ses premiers matchs, hein, il avait arrêté 18 ans. Et dès ses premiers matchs, il empile les paniers. Plus de 40 points sur certaines rencontres. 55 points au bout de 3-4 matchs après son retour, donc c'est déjà hallucinant. Les larmes lors de son titre en 1996, 4e titre NBA pour Michael Jordan. Regardez, il est encore ému à ce moment-là de se dire voilà, j'ai réussi à gagner ce 4e titre. C'était presque inespéré. Alors vous étiez dévasté 18 mois plus tôt. Là, à ce moment-là, vous deviez non, mais là j'étais comme un dingue. Mais encore une fois, c'est presque l'image, rappelez-vous, de son premier titre. C'est-à-dire que sur ce titre-là, il se met au sol, il garde le ballon et vous voyez tout le monde et personne ne peut lui enlever lorsqu'il est sur le parquet. Et ça ressemble à l'image qu'il avait justement quand il avait ce trophée. C'est-à-dire ce que ça demande aussi à un sportif de haut niveau, de revenir dans un sport comme celui-ci, de l'avoir dominé et de revenir encore une fois, le redominer comme il l'a fait. Moi, je trouve que c'est exceptionnel. Ça inscrit un petit peu plus de choses à sa légende. Et c'est aussi pour ça que Jordan, aujourd'hui, on se rappelle tous d'une action de Michael Jordan. Peu importe qu'on soit un amateur de basket, un professionnel ou autre d'un autre sport, on se rappelle tous d'une image de Michael Jordan. Et ça donne envie à ce moment-là, peut-être Mathieu, de suivre de nouveau la NBA et de la suivre vraiment de manière très intense. Parce qu'il s'en va, c'est de la légende qui part et qui revient 18 mois après. Et là, on se dit, bon, bah, qu'est-ce qu'il va faire? Moi, c'est vraiment à cette époque-là où j'ai commencé à regarder la NBA, j'avais 13 ans, et ça m'a donné envie. C'est simple, c'est une année où, vous vous souvenez, on collectionnait les petites cartes des joueurs de basket. Et bah, c'est l'année où on en a le moins vendu. C'est aussi simple que ça. Parce qu'il n'y avait plus d'échanges, parce qu'il n'y avait plus d'intérêt. C'était le Graal de trouver là de Jordan au final. Exactement. Et c'est là où ça dégringole dans les cours de récré et qu'on ne se les passe plus. Donc c'est un signe déjà. En audience, je ne sais pas ce que ça donnait. Il y en avait moins sur Jordan. Mais déjà, le jeu de la NBA était moins intéressant parce que les 2 saisons où il ne gagne pas le titre, c'est un jeu hyper défensif, on marque moins de points, c'est moins spectaculaire, il y a moins d'envolées aériennes. Et avec son retour, Jordan redonne un peu une qualité de jeu supplémentaire. 1996 contre Seattle, donc le jour de la fête des peurs, on vient de le voir. 97-98 contre les Jazz de Utah, avec notamment John Stockton, Georges. On va revoir ce panier, on l'a vu en ouverture d'émission, ce dernier panier avec les Bulls en 1998 qui donne le titre à cette équipe de Chicago. On va le voir et on va commenter les images. C'est une action qui résume à lui tout seul Jordan qui pique le ballon dans les mains de Malone. Déjà, c'était un grand défenseur, donc il pique le ballon le plus important du match. Et après, il va jouer la gagne tout seul face à un très bon défenseur, Brian Russell. Il le repousse un peu, Russell glisse et il garde la main en l'air. Tous les shooters savent qu'il faut bloquer la main en l'air pour finir son geste. Donc, sur le plan technique, c'est parfait. Sur le plan suspense, sur le plan émotion, c'est plus que parfait. Je peux vous dire que ça reste un de mes plus grands souvenirs de commentateur. On était bouche bée dans la salle. À Hollywood, on peut écrire des scénarios comme ça. Mais là, c'est la vraie vie, c'est le vrai sport. Ce qui est exceptionnel, c'est que déjà, tout le monde se pose la question de savoir si c'est son dernier shoot en NBA, puisque c'est sur le titre, on l'a dit, sur son dernier shoot. Moi, ce que je trouve incroyable, c'est cette cheville, en fait, qu'il bloque. Et ça, c'était vraiment typique Jordan, où il avait cette reprise d'appui, où il bloque, et on voit Russell qui est emporté, en fait, presque. On a l'impression qu'il est pris par un... En football, on pourrait voir ça comme un passement de jambes. Et puis, je trouve qu'il a inventé aussi des gestes dans le basket. Lorsqu'on voyait ses shooters, souvent, qui shootaient en allant vers l'avant. Lui, il avait ce shoot où il était capable de partir vers l'arrière pour justement prendre de la distance par rapport au contreur. Et puis, ouais, toute cette gestuelle avec le bras qui reste en suspension, on a l'impression qu'il guide le ballon. C'était la star, c'était l'élégance, un charisme incroyable sur le parquet. Un chat. Un chat, parce que tout ce qu'il fait sur le ras du sol avec une souplesse de chat, quoi. Une icône mondiale et forcément une star planétaire qui intéressait, on va en parler dans un instant, les publicitaires, évidemment, les marques, mais également des artistes comme Michael Jackson, qui a voulu tourner un clip en compagnie de Michael Jordan, le clip au début des années 90, 1992, James, on va se faire plaisir, on va l'écouter parce que la chanson est déjà sympa, et on va voir Michael Jordan qui tente d'apprendre le basket à Michael Jackson, et Michael Jackson qui tente d'apprendre la danse à Michael Jordan. James.
Matador, 3 and 4's in a bundle. Execute the plan, first I cool it like a fan. Got with Janet, then with Guy, now with Michael, cause that ain't hard to do. It ain't too hard for me to jam. 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 Click Sport consacré, on l'a compris, donc non pas Michael Jackson mais Michael Jordan, deux stars à l'époque planétaire hein, évidemment. Michael Jordan, on a évoqué sa carrière chez les Bulls, donc jusqu'en 1998, avec Habib Bey, Mathieu Lemo et Georges Eddy. Parlons de sa deuxième partie de carrière, mais rapidement, peut-être avec vous, Georges. Peut-être une déception de l'avoir vu revenir en NBA, d'avoir annoncé une deuxième fois sa retraite et de sortir une deuxième fois de sa retraite pour aller à Washington. Oui, je dirais que le vrai regret, c'est que les dirigeants de Chicago n'ont pas tout fait pour garder l'équipe intacte à partir de 98-99. Et en plus, il y a eu le lockout, c'était très compliqué. Mais bon, eux, ils ont laissé entendre qu'ils allaient éclater cette extraordinaire équipe pour des raisons d'ego, de salaire. Et donc, on se souvient, on disait pour le dernier titre en 98, c'était la dernière danse. Et ça les a motivés aussi de finir en beauté sur la première marche du podium. Je pense que Jordan aurait pu continuer au moins pendant 2 ou 3 saisons et aller savoir, peut-être encore gagner un titre ou deux avec cette équipe un peu renforcée. Bien sûr. Mais bon, ce qui s'est passé, c'est qu'il s'arrête, après il s'ennuie et il décide de faire un deuxième comeback avec Washington où il est dirigeant et un peu plus tard aussi joueur, parce que bon, c'était trop fort. Il voyait les joueurs qui étaient moins bons que lui à 40 ans et il dit bah, je vais revenir sur le terrain, je vais leur montrer comment il faut faire. Bon, après, on aime ou on n'aime pas. Il était encore bon parce qu'il a fait un match à 50 points à 40 ans. Et bon, par contre, son équipe n'a pas fait les playoffs. Et il avait des joueurs faibles autour de lui à Washington. Et en plus, il n'a pas montré des très grandes qualités de recruteur et de dirigeant à cette époque-là non plus. Au début des années 2000, c'était une déception de voir jouer Jordan avec un autre maillot que les Bulls. Pour moi, c'était pas possible. C'était pas possible parce que pour moi, c'était la tunique des Bulls. C'était tout ce que caractérisait un petit peu sa vie au sein des Bulls avec vous l'avez dit, hein, ses 2 carrières, avec ce retour qui lui permet de gagner 6 titres NBA. Et de le voir avec une autre tunique, c'était un petit peu bizarre. C'est un petit peu comme si Messi aujourd'hui partait du Barça, même si Ronaldo l'a fait, mais Ronaldo l'a fait très très vite en changeant de Manchester, en allant au Real Madrid. Là, on a connu Messi sous le maillot du Barça. Si on voyait Messi avec un autre maillot aujourd'hui, ça nous ferait un petit peu bizarre. Ou Tony Parker. Ou Tony Parker aujourd'hui. Tony Parker aujourd'hui, ça fait vraiment bizarre de le voir avec un maillot différent des Spurs. Donc c'est un petit peu ça. Après, je pense qu'il voulait se faire plaisir aussi. Il n'était plus dans cette quête de titre, même si ce sont de grands champions.
on retiendra quand même les 6 titres NBA avec les Bulls. Parlons de Jordan, le businessman, Jordan le précurseur, le roi de la basket, mais le roi de la pub aussi, tout d'abord, avec cette pub incroyable à l'époque pour une boisson énergisante. Regardez et on réagit juste derrière. Nice shot. Let's see what you can do now. Let's go, man. Don't smile, kid. How much you want? All day. Oh, Gotta stay down on that. I got that. You got what? That's a youngster for you. Just when you thought it was safe to come outside. Bet you won't score again. I won't score again? How you like that rainbow? We're not done. Excuse me. Had enough? Well, look here. Sucker. You reach, I teach you. We'll see. Lesson just started. Come on. That's ugly. Could have done. You should have done. Plusieurs pubs ont été tournées par Jordan, magnifique, avec un bel effet déjà. Et le trash talking. On n'a pas dit qu'il aimait bien chambrer aussi. Michael Jordan, qui est donc le propriétaire maintenant d'une marque à part entière de chaussures depuis 1988. Mathieu Lemaud, on rappelle que vous êtes l'auteur notamment de 1000 baskets, donc l'un des spécialistes de la des sneakers en France. Vous êtes aussi rédacteur en chef adjoint chez GQ. En quoi ces baskets Jordan sont devenues iconiques et qu'est-ce qui l'a amené à travailler avec la marque Nike? C'est-à-dire que quand il est universitaire, il joue en Converse, qui ne le signe pas. Il y a des recruteurs de Adidas, et ça c'est quand même complètement dingue, qui se disent non, lui ça va rien donner, donc ils ne le recrutent pas. Et Nike arrive derrière en disant bah si, on met un billet sur lui, et quel billet, puisque voilà, tout ce qu'on vient de dire. Et derrière, en 80, il fait sa première saison de rookie avec des Nike Air Force One, de mémoire. Et dès 85, Nike lui propose de porter une chaussure aux couleurs des Bulls, donc rouge et noir. Et là, l'histoire est extraordinaire aussi, parce que lui, la première fois où il voit cette paire de chaussures, il fait jamais de ma vie je porte ça, je vais avoir l'air d'un clown. Ça hors de question. C'était du blanc NBA. Et il fallait une obligatoire dans le dress code NBA, qui est hyper strict. Et bon, ils finissent par le convaincre, il porte la chaussure, et à chaque match où il la porte, une amende de $5000 de mémoire. Et Nike paye à chaque fois parce qu'ils veulent imposer, ils croient en ce mec, ils veulent imposer cette chaussure. Et ils finissent par changer le règlement à cause de Michael Jordan. Quoi. Ou grâce peut-être, parce que du coup, on a vu pas mal de chaussures que vous portez d'ailleurs. Hein, chacun, vous avez tous les deux moi, c'est des Jordan 11, des Jordan. C'est vraiment les plus Mathieu populaires apparemment. De Jordan. On était plus sobre avec Habib, nous, aujourd'hui. Est-ce que vous en avez déjà eu? Ah oui, j'en ai plein. Non, j'en ai déjà eu, j'en ai plein. J'ai la Jordan 6, j'ai la 3, j'ai la 2. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous plaisait sur ces chaussures de basket finalement? Parce qu'il a événementialisé en fait la chaussure. C'est-à-dire que c'était un événement. Aujourd'hui, on parle de marque automobile. Ferrari a rarifié la voiture pour qu'elle soit encore plus demandée. Et bien aujourd'hui, Jordan, il a événementialisé, enfin en tout cas Nike, à travers Jordan, a événementialisé la sortie de la chaussure. On vous disait, ah, la Jordan 2 sort le 15 mars. Et puis, vous attendiez tous le 15 mars. Rappelez-vous, ici à Bastille, il y a un magasin de Jordan qui a ouvert. La première journée, il n'y avait plus de stock parce que les gens se sont rués sur la chaussure. Lorsque vous événementialisez un petit peu une basket, comme ça a été le cas pour Jordan, et ben, tout le monde la veut, tout le monde la demande. Et on en parlait tout à l'heure, il n'y avait pas le web à l'époque. Ouais. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas commander votre paire de chaussures sur Internet. Et on en discutait tout à l'heure. Si vous vouliez une paire de baskets, il fallait appeler quelqu'un à New York ou un ami qui voyageait. Ouais. Rappelle-moi une paire de chaussures. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une seule paire de Jordan à l'époque dans mon enfance. Après, lorsque j'ai eu un petit peu plus de moyens, je me suis permis de m'acheter un petit peu plus de baskets. Mais oui, c'était exceptionnel d'avoir une Jordan. Ce qui est exceptionnel, c'est qu'un joueur de basket donne son nom à cette marque. D'autres joueurs de basket jouent avec des Jordan aujourd'hui, ou portent des Jordan. C'est du jamais vu et ça ne se voit plus, Georges, aujourd'hui. Aucun sportif ne donne son nom. Alors, si Roger Federer l'a fait... Stephen Curry, James Harden... Oui, mais c'est pas aussi vendu que la... C'est ça. Le truc, c'est que Jordan fait carrément concurrence à Nike. Bon, ils sont partenaires dans la marque Jordan, mais par rapport aux États-Unis, il y a presque autant de baskets de marque Jordan vendues que de marque Nike. Bon, ils sont gagnants sur tous les tableaux, Nike. Oui, parce que c'est la même marque. Exactement. Quand vous allez à New York,
dans le magasin Nike, il y a un corner, c'est deux étages, je crois, qui sont dédiés à Michael Jordan. C'est énorme. Vous rendez-vous compte, lui, il a deux étages, rien que pour lui. Et racontez-nous peut-être, Mathieu, l'histoire de cette marque, finalement, de ce logo. Alors, c'est Michael Jordan sur le logo. C'est Michael Jordan, ouais, bah ça, il arrive assez vite sur la chaussure, au bout de la 4e ou quelque chose comme ça. Et après, ce qui est drôle, c'est qu'à partir de la 7e, le swoosh de la marque est mis de côté et n'apparaît plus sur ce truc-là. Sur le, voilà. Alors, on va pas si on le voit. On va le voir si on peut le voir ou pas. Voilà, on super, le voit. exactement. Okay, je suis aussi super que Jordan. Et donc ça reprend un concours de dunk qu'il avait fait. Ouais, ça reprend. Oui, puis c'est lui, c'est une image aérienne, c'est un super beau logo. Quand on regarde, on dirait presque un logo de voiture aussi. Ça fonctionne. En fait, tout fonctionne et c'est bien pensé. Tout est malin, évidemment. Mais et puis lui le porte. Et c'est lui le meilleur ambassadeur, évidemment. Et grâce à sa marque, il est aujourd'hui multi-millionnaire. Oui. Non, il est même milliardaire. En fait, les deux, c'est lui et Magic Johnson qui ont dépassé le milliard en patrimoine. On peut dire qu'ils ont presque autant, sinon mieux, réussi leur carrière après basket que sur le... Ce qui est assez incroyable, surtout, c'est que ça aurait pu s'arrêter en même temps que la fin de carrière en basket. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut considérer que ses chaussures étaient vendues parce qu'il était basketteur, parce qu'il était ambassadeur de son sport. On se rend compte qu'aujourd'hui, lorsque Michael Jordan va disparaître, il y aura toujours des Jordan. On va continuer à créer des Jordan. Alors, est-ce que ça aura encore la même aura qu'aujourd'hui? Je ne sais pas. Mais tu as l'impression que cette marque, elle grandit, elle s'amplifie dans le temps. Et c'est ça qui est remarquable de la part de Jordan. Et c'est tellement mythique, on va vous écouter Mathieu dans un instant, c'est que le designer des Jordan, Tinker Hatfield, avait donné une interview à Mouloud Achour il y a quelques mois, quelques années maintenant, pour ClickX. Écoutez-le nous raconter cette anecdote. Tout le monde est fan des Jordan, forcément. Well, I'll tell you a quick story. So, one time a very famous American baseball player was in a meeting with me and a few others, and we were trying to sign this person to wear Nikes and Jordans. We were talking to him about marketing, about advertising, and about performance on the baseball field, trying to design proper shoes for him. Someone mentioned to him in the meeting that I was the guy who designed all the Air Jordans. And he looked and he goes, "You're the guy?" And I'm going, yeah, I design Air Jordans. And he said, you know, when I was 15 years old, I wanted a Air Jordan 7s. And my mother couldn't afford them for me, and I couldn't afford them either, so I cried for 3 days, and I never ever got a pair. If I sign with you, can I get a pair of Air Jordan 7s? And this guy is famous and, you know, a millionaire. And his only thought, forget marketing, advertising, baseball, his only thought was, this is finally my chance to get a pair of Air Jordan, the 7s that I never got when I was younger. Voilà, c'est pour ça que c'est mythique de porter une Jordan. Ouais, là, à travers cet exemple-là, mais effectivement, quand on était môme, après en fonction de la classe sociale à laquelle on appartenait, il y avait une hiérarchie dans les cours de récréation. C'est-à-dire que quand on avait une Jordan, quand on avait une Pump, quand on avait, et puis il y avait deux écoles d'ailleurs, la Pump et la Jordan. Et c'était un vrai marqueur social. Et c'est assez dingue de se dire qu'une paire de chaussures est un marqueur social. Donc à travers ça, on voit la fascination et à quel point il a... comment dire, la Jordan est devenue un fétiche, quoi. C'est-à-dire que il y a ceux parfois parce qu'il y a ceux qui l'ont et ceux qui l'ont pas. Et même du tuerie. Et voilà, c'est ça. Autour de ces chaussures. Et Jordan était le premier marqué et attristé par cela. Juste, Habib, on va voir ces images aussi, cette image de Kylian Mbappé. Le Paris Saint-Germain, cette saison, a noué un partenariat avec Michael Jordan pour habiller l'équipe du PSG en Ligue des Champions. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu et ça vous montre un petit peu l'équipe de foot. C'est du jamais vu et ça vous montre la puissance aussi de cette marque qui est devenue aujourd'hui Jordan. Parce que lorsqu'on réfléchit bien, on se dit, bon, pourquoi du basket viendrait se mêler au football? Même si ce sont deux sports complètement différents. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'allait rechercher le Paris Saint-Germain? C'est déjà de se rattacher à une marque qui est mondialement connue. Il ne faut jamais oublier que le club est en train de développer une marque, Paris Saint-Germain. Donc c'est une image internationale. Et à travers ce maillot, qui est d'ailleurs magnifique, il faut le dire, c'est-à-dire qu'on pourrait se poser la question du pourquoi, du comment, mais ce maillot est quand même magnifique. On se dit que le mariage est beau déjà dans un premier temps.
Et puis le mariage marketing est tout à fait logique de la part du PSG. Jordan, le businessman, on l'a bien compris, qui est aussi patron d'une équipe de basket en NBA à l'heure actuelle, les Charlotte Hornets. Avec deux Français. Tony Parker et Joachim Noah. Nicolas Batum, pardon. Alors, Bobcats, devenu Hornets, c'est le seul propriétaire black, noir, d'une franchise américaine. C'est puissant, ça. C'est vrai, et il a acheté déjà la franchise à un autre homme de couleur, qui lui était le premier, qui avait créé BET Télé, qui est très connu en France aussi. Donc Jordan prend la suite. Il faut quand même pas oublier une chose, on parle de Jordan, Nike et tout ça, c'est grâce à toute cette propagande dans les années 90 qu'en France, nous avons eu la chance d'avoir Jordan venir en 86, en 90 et après en 97, où il était dans Nulle part ailleurs pendant une heure avec Guillaume Durand. Donc ça a marqué les gens dans notre pays de voir Jordan très classe pendant une heure répondre aux questions des journalistes français. Donc il faut dire que la campagne publicitaire Nike a accompagné tout l'élan et tout le mouvement de Jordan pendant sa carrière et ça a continué après et c'est là où c'est vraiment le plus fort. C'est un bon boss de franchise ou pas aujourd'hui, Michael Jordan? Est-ce qu'il réussit avec les Hornets? Alors, quand il était à Washington, il a fait des erreurs grossières de débutant. Mais maintenant, on se rend compte que chaque saison, Charlotte progresse un peu. Il a mis les bons hommes dans les bons rôles au lieu de vouloir tout choisir et décider lui-même. Parce qu'il faut savoir s'entourer, parce que c'est vraiment du très haut niveau avec la pression des franchises valent plusieurs milliards maintenant. Lui, il est actionnaire majoritaire de cette franchise. Tout à fait. Voilà. Et il a fait une très bonne affaire, une nouvelle fois. En tant que businessman, il est comme Magic Johnson. Il a rarement raté son coup. Et maintenant, on a une équipe de Charlotte qui peut très bien faire les playoffs cette saison. Ça serait une progression. Il a fait venir Tony Parker avec son expérience de San Antonio. Et j'y crois dans cette équipe. Moi, je les vois bien en playoffs cette saison. Alors, parlant de Michael Jordan et de la politique, on en avait parlé pour LeBron. LeBron qui, lui, s'engage politiquement en tant que joueur actuel de NBA. Michael Jordan est toujours resté très loin de la politique, avec cette anecdote en 1990 où il a refusé d'apporter son soutien à cet homme, regardez, Harvey Gantt, qui était opposé au candidat républicain Jesse Helms, un homme à l'époque connu pour ses positions hostiles envers la population afro-américaine. C'était carrément un raciste, Jesse Helms. Et alors, je l'ai dit de manière un peu plus posée, mais effectivement, selon vos termes. Et Michael Jordan a refusé à l'époque de soutenir le candidat démocrate contre Jesse Helms. Il avait juste déclaré, je cite, « Les républicains aussi achètent des paires de baskets ». Fin de citation. Et ça avait vraiment créé un tollé aux États-Unis de voir Jordan refuser de défendre le candidat démocrate pour le business. Depuis. Ces dernières années, il a pris position contre Trump en faveur. Oui, mais plus en activité, parce qu'il n'est plus en activité. Oui. Bon, de toute manière, il a fait un choix de businessman et à la limite, libre à lui de faire ce choix. Moi, je préfère les Karim Abdul-Jabbar, les Mohamed Ali, les LeBron James, Popovich, Steve Kerr, ils sont tous contre Trump et son populisme, heureusement. Et d'ailleurs, la NBA, les joueurs sont très libres par rapport à d'autres sports de prendre position. Vous avez vu l'affaire Kaepernick dans le foot américain. Il a été banni. Tandis que dans la NBA, quand on prend position, on dit bravo, vous avez raison de le faire. Alors, Jordan s'est rattrapé ces dernières années. Il était pour Hillary Clinton, pour Black Lives Matter et tous ces mouvements en faveur notamment des jeunes noirs et les problèmes avec la police américaine. Je pense que c'est beaucoup plus simple aujourd'hui de s'exprimer pour un black américain par rapport au fait que déjà Barack Obama a quand même été nommé président des États-Unis. Je pense que ça a ouvert aussi une voie, c'est-à-dire à tous ces représentants sportifs de très haut niveau, pour se dire c'est beaucoup plus simple de parler. Il faut se rappeler qu'à l'époque, on parle de ça il y a 20, 25 ans, 30 ans aux États-Unis. Il était très compliqué pour un Afro-Américain de s'exprimer. Rappelez-vous, les gens qui ont porté la parole des Afro-Américains, je pense à des gens comme Malcolm X, comme Martin Luther King, qui ont quand même été assassinés. Ça ne veut pas dire que c'était que ça aux États-Unis, mais je pense qu'à l'époque, c'était beaucoup ça. Voilà. Et je pense qu'à ce moment-là, c'était difficile pour des basketteurs, même de très haut niveau comme Michael Jordan, de s'impliquer politiquement parce que je crois qu'on était vraiment dans une niche. Aujourd'hui, LeBron James n'hésite pas à discuter ce que fait Trump, n'hésite pas à se mettre en avant sur le plan politique parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que les États-Unis ont aussi évolué. Il y a eu un président noir au pouvoir et ça a ouvert beaucoup de voies de discussion. En 90,
plus, il faut ajouter, c'était le début de la marque Jordan. Oui, c'est vrai. Ça n'existait que depuis 4-5 ans. 88 exactement, depuis le début de 2 ans. Oui. Donc c'était tout neuf. Il n'avait pas encore imposé sa marque et cette nouvelle façon de vendre des chaussures avec des grands champions, etc., en donnant le nom à une marque. Hein. Donc moi, je peux comprendre cette réticence à cette époque-là. Vous évoquiez Barack Obama, il est très proche de Barack Obama, d'ailleurs qui lui a décerné la médaille présidentielle de la liberté il y a quelques années, regardez, très proche tous les deux. Alors juste pour l'anecdote, Barack Obama a affirmé en 2004 avoir reçu un chèque de soutien tout simplement pour financer sa campagne de sénateur de la part de Michael Jordan. Il avait déclaré « Je ne savais pas si je devais l'encaisser ou l'encadrer, le chèque Michael Jordan ». Ça dépend de la somme. Oui, mais alors, très proche de Barack Obama, et c'est vrai que c'est à ce moment-là où il a commencé à s'engager politiquement, Michael Jordan. On va terminer sur Jordan, le people, on l'a vu avec Michael Jackson, star planétaire évidemment, l'acteur aussi. Et ça, on va en parler avec vous aussi, Mathieu Lemo. Il a joué dans ce film mythique, Space Jam, avec Bugs Bunny, 1996, 80 millions de dollars de budget, 230 millions de recettes à travers le monde. C'est un film culte, ça. Ça, c'est un film totalement culte, et puis en plus, ça se faisait pas vraiment à l'époque, parce qu'il était en activité. Oui, exactement, bien sûr. Donc, le mec touche à tout, il réussit, quoi. C'est ça qui paraît un peu dingue. Il va partout et il passe. Et des fois, on pourrait dire à certains, il sort de son rôle, entre guillemets, et il y va. Lui, personne ne lui reprochait jamais rien. Et alors après, la qualité du film, on aime ou pas, ça c'est chacun ses goûts, mais c'est vrai que c'était culte, quoi. Il était bien conseillé quand même. Il avait vraiment toute une équipe de conseillers pour lui dire « Oui, ça tu peux faire pour ton image, c'est bien. » Mais ça touchait tout le monde. Mais ça, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que la personne qui est fan de Jordan, qui a 30 ans, va voir le film, et puis vous pouvez emmener vos enfants parce qu'il y a Bugs Bunny dedans. Donc il y a peu de films où on peut faire ça aujourd'hui. Il n'y a que lui qui peut faire ça. Parce que franchement, est-ce que vous voyez aujourd'hui Cristiano Ronaldo jouer avec Daffy Duck dans un film aujourd'hui? Ça ferait un flop monumental, je pense. Et Michael Jordan, ça avait cartonné. C'est dingue de voir finalement... Vous l'avez vu, vous, Habib? Oui, j'ai vu. Vous a plu? Pas forcément, mais il y avait Michael Jordan dedans. Donc, quand il y a Michael Jordan dedans, je regarde et puis ça m'a plu. On le regarde une fois, mais je pense que, par exemple, j'aimerais aujourd'hui le montrer à mes enfants. J'aimerais bien voir leur réaction par rapport à un film comme celui-ci. Et on parle d'un deuxième d'Space Jam 2 avec LeBron James. C'est ça, je crois que c'est en fabrication. Moi, je verrais bien Mbappé avec Daffy Duck. Voilà pour Michael Jordan. Alors, juste pour terminer, il tirait souvent la langue. Vous avez dit, vous aviez un poster dans votre chambre. Alors, est-ce qu'on sait pourquoi il faisait ça, Georges? Pourquoi il avait ce type non, je pense que ça date vraiment de sa plus jeune enfance et quand il jouait au basket. Et je crois que son frère faisait la même chose. Quand il était vraiment concentré, il sortait la langue. Et c'est un miracle qu'il ne l'a pas mordu plus souvent dans sa carrière. On n'aura plus un joueur comme ça, selon vous? On disait que LeBron James ou Stephen Curry étaient des légendes aussi, Kobe Bryant, mais Michael Jordan, ça dépasse, on vient de l'en parler pendant 1 heure, on pourrait en faire franchement 2 heures d'émission, 3 heures avec ses baskets également, c'est tout un ensemble, ce n'est pas que le joueur, pas que le sportif finalement. Il n'y a pas que le terrain, Il n'y a pas que le terrain. Il n'y a que lui qui pourrait avoir autant de branches et de ramifications dans sa vie. Oui, et puis j'ai l'impression qu'il électrisait le monde. C'est-à-dire que LeBron James aujourd'hui, ce qu'il fait, c'est remarquable parce qu'il domine son sport également. Mais j'ai pas l'impression qu'il y ait cette chape de plomb qui s'abat sur tous les gens qui sont autour de LeBron James. C'est-à-dire que même si c'est un sportif extraordinaire, mais Jordan, il rayonnait en fait partout où il était. Moi, en plus, LeBron James m'a déçu lorsqu'il a justement se matché et regardé Michael Jordan. Alors tout le monde dit que c'était un clin d'œil justement pour le fait qu'il était fan de Jordan. Moi, j'ai plus vu ça comme une défiance et du coup, ça ne le ressort pas. Voilà, donc non, je mettrais LeBron James derrière. Je mettrais même Kobe Bryant avant LeBron James. Pourquoi? Parce que je trouve qu'il avait une classe et une élégance qui fait que je mettrais numéro 1 Jordan et peut-être Kobe Bryant 2 et LeBron James 3. Avant de se quitter en chanson, vos actualités respectives. Georges, donc, d'ailleurs, vous travaillez tous les deux sur Canal Plus International. Exactement. Oui, tout à fait. Également, Afrique, avec la NBA sur Canal Plus Afrique, la Coupe d'Europe également sur Canal Plus. Oui, le Champions League et surtout les matchs des équipes de France. Et puis le Coupe du Monde qui arrive l'été prochain. Et d'ailleurs, je vais sortir un livre en février pour raconter
ces 30 années de je le veux. interview avec Jordan. Mais on se rend pas compte. On se rend pas compte à quel point Georges Eddy a bercé notre enfance. Moi, il nous a fait aimer la NBA. Mais non, on avait fait une émission ensemble, 19h30 Sport, à l'époque, quand elle existait l'année dernière, je pense. On était ensemble. Et moi, j'ai dit à Georges, c'était quelqu'un qui, voilà, cette voix-là, lorsque vous allumiez votre télé au bout de 10 secondes, il vous faisait vivre un match. Il n'y avait pas que Michael Jordan, il n'y avait pas que toutes ces stars, Karl Malone et compagnie. Il y avait Georges Eddy. Et moi, c'est une voix qui m'a marqué. Et l'entendre encore aujourd'hui sur ce sport qui est pour lui une passion, on a de la chance. On a de la chance à Canal International, Canal Plus France de l'avoir pour ce sport-là. Vraiment. Et quand on jouait, on mimait la voix. Ouais, c'est vrai. Et quand on parlait de basket ou qu'on jouait. Quand on jouait, exactement. On se matchait, on disait C'est Greer time. Mathieu, rédacteur en chef adjoint chez GQ, avec le magazine le mois dernier. Donc Paul Pogba qui est là, voilà, qui voit du maté, comme son copain Antoine Griezmann. Et vous, Habib, consultant Canal+, le Canal Football Club. Exactement. Les matchs également de Ligue 1, le exactement, week-end. vendredi, samedi, dimanche. Ça se passe bien, vos week-ends sont bien chargés. Ouais, exactement. Tant que je travaille sur cette passion qu'est le football, je me fais énormément plaisir. Et puis les diplômes d'entraîneur, qui vont prendre un petit peu de temps. C'est un plaisir de vous avoir pendant une heure pour parler de Michael Jordan, messieurs. On s'est régalé. J'espère qu'on vous a fait aimer Michael Jordan, qu'on vous a appris quelques trucs sur sa carrière et sa vie professionnelle. Click Sport, c'est tous les vendredis à 21h pour parler tout simplement d'une légende du sport. On en a fait pas mal, on en refera encore et on se retrouvera bientôt. On va se quitter en chanson avec la BO du film, la bande originale du film Space Jam, R. Kelly, I Believe I Can Fly. Bonne semaine, ciao. I used to think that I could not go on, and life was nothing but an awful song. But now I know the meaning of true love. I'm leaning on the everlasting arms. If I can see it, then I can do it. If I just believe it, there's nothing to it. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings and fly away. I believe I can soar. I see me running through that open door. I believe I can fly. I believe I can fly. I believe I can fly. See, I was on the verge of breaking down. Sometimes silence can seem so loud. There are miracles in life I must achieve. But first I know it starts inside of me. Oh, if I can see it, then I can be it. If I just believe it, there's nothing to it. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings and fly away. I believe I can soar. I see me running through that open door. I believe I can fly.
can fly. Oh, I believe I can fly. Woo. Hey, 'cause I believe in you. Oh, if I can see it, then I can do it. If I just believe it, there's nothing to it. I believe I can fly. Woo. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings and fly away. I believe I can soar. I see me running through that open door. I believe I can fly. I can fly. I believe I can fly. I believe I can fly. Hey, if I just spread my wings, I can fly. 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 Hey, if I just